La Turquie évoque l'Orient. Elle a des frontières avec la Grèce, la Bulgarie, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Elle est bordée au nord par la mer Noire, à l'ouest par la mer Égée et au sud par la mer Méditerranée. L'Europe et l'Asie sont séparées par la mer de Marmara, avec les détroits du Bosphore à l'est et des Dardanelles à l'ouest. La Turquie s'est transformée sous l'impulsion de Mustafa Kemal en 1923 sur les ruines de l'Empire ottoman. Vaincue par la Première Guerre mondiale, elle est devenue une république démocratique, unitaire, constitutionnelle et laïque, musulmane à 99%, et elle est la première à avoir accordé le droit de vote aux femmes. Ce pays a connu pendant plus de 5000 ans des histoires et des guerres mouvementées, la plaçant à un carrefour de plusieurs civilisations, et un lien profond l'attache à l'Occident. D'où sa position géostratégique de premier plan qui se renforce au vu des événements politiques. Le monastère de Sumela se trouve dans un site exceptionnel, non seulement par sa singularité, mais encore par sa magnificence. Les bâtiments plaqués contre la montagne apparaissent depuis la vallée entre ciel et terre. Ce monastère était un refuge pour les communautés religieuses pendant ses 15 siècles d'existence. Sumela a été fondée en 386 sous le règne de l'empereur Théodose Ier par deux prêtres athéniens, Barnabas et Sophronius. On y trouve l'église de roche, d'autres chapelles, des cuisines, des chambres d'études, une auberge, une bibliothèque et une source sacrée. Dans la partie avant de la falaise, construite en 1860, se trouvaient les 72 cellules des moines. Ce qui fascine le regard, ce sont les fresques, hautes en couleurs, datant du XVIIIe siècle et relatant des scènes bibliques et évangéliques. Dans une région austère des hauts plateaux, Kars n'a pas encore réussi son entrée dans le XXe siècle. C'était autrefois un royaume arménien, depuis plusieurs siècles avant Jésus-Christ. La ville fut prise par les Turcs seldjoukides, par les Mongols et par Tamerlan. Après cela, elle resta sous domination ottomane jusqu'en 1877. La citadelle, datant du sultan Mourad III, résista à de nombreuses attaques et différents sièges. Ici se déroulèrent de grands moments tragiques de l'histoire turque. Le philosophe et mystique Georges Gurdjieff grandit à Kars. Le film Rencontre avec des hommes remarquables retrace sa vie. Ishak Pacha est un palais abandonné de style ottoman du XVIIe siècle. Il se trouve sur l'ancienne route de la soie, à quelques kilomètres à l'est de Doğubeyazıt, ville proche du mont Ararat que l'on perçoit au loin. Le mont Ararat culmine à 5137 mètres. La seconde cour à laquelle on accède par une porte relativement haute contient les parties les plus importantes, comme la mosquée à coupole, délicatement arrondie, aux tambours décorés et aux minarets ornés de bandeaux entrelacés, où se mélangent curieusement les styles seldjoukides, arméniens et géorgiens. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, dinle. Gurbette doğup büyüdüksek de biliyorum ki Kayseri'de
Sous un ciel généralement dur, dans un implacable décor de hautes montagnes volcaniques, auprès du lac Mor, Van est pour beaucoup le but ultime d'un voyage en Turquie. Son incommodité ne décevra pas ceux qui aiment à sortir des sentiers battus et savent, à l'occasion, dédaigner le confort. La région fut conquise par Alexandre le Grand au début du IIe siècle. Van fit partie du royaume d'Arménie où elle devint très importante. Les touristes viennent à Van, Calaisie, pour visiter la ville ancienne, au pied de la citadelle, et qui fut complètement rasée et vidée de sa population en 1915, lors des combats entre les Turcs et les Russes. Donc je suis perçu pour tomber par baillite. La détermination, le courage et l'honneur, c'est ce qui compte, mais ces qualités ne sont pas à la porte de Erzurum, ancienne cité caravanière, est un centre de transit vers l'Iran. La ville se veut moderne, mais les traditions sont encore bien présentes et il est paradoxal de croiser aux mêmes endroits des femmes complètement voilées et des jeunes filles en mini-jupe. Ici, tout paraît plus turc qu'ailleurs, visible par une certaine rudesse dans le paysage dont le climat est très rigoureux en hiver, ce qui exerce une certaine séduction sur les voyageurs. Le couple imposant de minarets de l'école coranique, érigé au XIIIe siècle, est décoré de faïences bleues. La citadelle a été construite vers le Ve siècle. Mardin est une ville qui offre un panorama exceptionnel sur la plaine de Mésopotamie. La ville s'est développée grâce à sa position. Sa citadelle résista à Saladin et aux hordes mongoles. Mardin a ensuite été conquise par les Turcs ottomans. Au cours de 1915-1907, Arabes, Arméniens et Chrétiens, toutes confessions y ont été massacrés ou chassés. La beauté de ces maisons et la couleur des pierres employées pour leur construction ont valu à la ville l'appellation de Mardin la Blanche, en opposition à Diyarbakir la Noire. Minaret de la grande mosquée Ulu Cami. La grande mosquée de Mardin est du XIIe siècle. Dans la montagne des serviteurs de Dieu se trouve le monastère du Safran, le nom du monastère fondé en 792 sur l'emplacement d'un sanctuaire souterrain vieux de 4000 ans, lui viendrait de la couleur ocre de ses murs. Il abrite encore une communauté de moines syriaques jacobites. Urfa ou Sanli Urfa, l'ancienne Édesse, est localisée en Mésopotamie, sur ce chemin témoin du passage d'Abraham. Son histoire est connue depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ, elle pourrait remonter à 9000 ans avant notre ère. La ville fut conquise à plusieurs reprises et a été dominée par de nombreuses civilisations. Elle connut une histoire particulièrement mouvementée et une noria de conquérants jusqu'à l'arrivée des croisés en 1098. Au pied de la citadelle, un vaste ensemble autour d'un bassin où, selon la tradition, Abraham aurait fait une halte. C'est ici que les chrétiens fondent, au cours de la première croisade, le centre des croisés du comté d'Édesse. Mais la ville fut de nouveau prise par les Turcs Sengi, musulmans de Syrie, vers 1144.
La plupart des habitants y furent massacrés et les 10 années suivantes, Urfa était au centre de l'histoire européenne. C'est la raison pour laquelle la deuxième croisade, qui fut un échec, avait été lancée par Saint Bernard pour récupérer la ville. La grande mosquée a été bâtie en 1170 et 1175 sur l'emplacement de Sainte-Stéphane, une église byzantine. La mosquée Rizvaniye aurait été construite sur le site d'une autre église byzantine dédiée à saint Thomas par le pacha Ahmed Rizvan en 1716. Şanlı, qui veut dire glorieux en turc, a été ajouté à Urfa pour faire de la ville Urfa la glorieuse. Les carpes sacrées sont encore élevées dans ce bassin, témoignage du miracle d'Abraham. Haran est une très ancienne cité attachée au souvenir d'Abraham, qui aurait séjourné ici en se rendant vers Canaan. Ce petit village aux curieuses maisons en forme de termitière, caractéristique de la région, blotti contre une citadelle médiévale, est l'une des plus vénérables et des plus anciennes cités mésopotamiennes, où l'on adorait le dieu Lune. L'emplacement des constructions serait bien antérieur à l'islam. La ville antique était entourée par une muraille qui comportait 12 portes. Haran serait habité depuis plus de 4000 ans. La citadelle a été bâtie dans le sud-est de la ville au XIVe siècle. L'autre attrait de Haran est sa mosquée d'époque omeyyade, probablement la plus ancienne de Turquie. Son minaret carré semble être la dernière construction avant la frontière syrienne. Le Nemrut Dahi est un mont de l'Antitaurus situé à 2150 mètres d'altitude, où reposent de fabuleux vestiges placés sur 2 terrasses, dont un mausolée, sanctuaire funéraire et temple qui sont une réalisation grandiose du roi Antiochos Ier de Commagène en l'an 62 avant notre ère. La tombe découverte en 1880 contient des sculptures représentant Zeus, Commagène, Héraclès et même une tête d'aigle. Ces grandes réalisations sont envoûtantes, ainsi que diverses autres dont la disposition forme un tumulus entouré sur 3 côtés par des terrasses où s'élèvent d'autres statues monumentales. Cette grandiose réalisation, dans un cadre pour ainsi dire au-dessus des nuages, ne manquera pas de frapper l'imagination. Le grand spectacle ici, c'est de venir avant le lever du soleil. Sivas était au Moyen-Âge un important centre commercial, situé au carrefour des routes à destination de la Perse et de Bagdad. La communauté chrétienne de la ville paya un lourd tribut avec ses 40 martyrs. Les anciennes écoles coraniques sont magnifiques, avec de très belles sculptures et mosaïques de faïence bleue. La médersa bleue est l'un des plus beaux monuments de la ville. La façade est richement décorée d'une multitude de motifs. La médersa Bouroussiye abrite le musée archéologique de Sivas et des exemples de l'art funéraire musulman. La mosquée de la citadelle, ou Kale Camille, a été bâtie à Sivas en 1580 sous l'Empire ottoman.
La ville de Tokat resta longtemps hittite, avant de connaître les dominations turques et persanes. Le pont de Tokat sur le fleuve Yeşilırmak comporte une inscription de 5 lignes sur un marbre qui indique sa réalisation en 1250 à la demande du vizir Jalal ad-Din Karatai par l'architecte Hamish Seyfeddin Elis. C'est une très belle œuvre seldjoukide d'une longueur de 150 mètres. Les fêtes locales sont la bienvenue pour tous. On se rencontre, on côtoie aussi des personnalités de la ville. Le Latifolu Konak, vieille maison ottomane où Mustafa Kemal dit Atatürk aurait habité, est un chef-d'œuvre d'architecture baroque. Ce bâtiment historique a été rénové et converti en petit musée. Une grande partie des meubles de cuisine, études, salon de réception, salle de bain et toilettes, chambre à coucher, chambre de maître et harem sont d'origine. Le musée, un des plus beaux bâtiments de Tokat, a été construit en 1270. Il était l'école de théologie et il accueille maintenant les découvertes archéologiques. Tokat est célèbre pour ses tissus imprimés. Le musée expose des foulards traditionnels où prédominent les motifs floraux. Anlatılmaz bu savaş bence. Dağ taş konuşmuştu kendi dilince. Hücum diye bir ses duydum ilk önce. Sonra Allah Allah dedim Mehmet'im. Gayrı anlatılmaz bu savaş bence. Dağ taş konuşmuştu kendi dilince. Hücum diye bir ses duydum ilk önce. Sonra Allah Allah dedim Mehmet'im. Ne ana ne sıla ne yar. Kırpmadı gözleri yağmur misali. Mermi yedi havan yedi Mehmet'im.
kükremiş hali. Takmadı gözlüğünü yağmur misali. Mermi yedi havan yedi mermeri. Can askerim. Le hammam, situé sur le boulevard Gazi Osman Pacha, a été construit en 1572. La citadelle date de l'époque byzantine et de là-haut on tire le canon pendant la période du Ramadan. L'usine de fabrique de cigarettes de Tokat est une des plus importantes de Turquie. Elle produit plusieurs millions de cigarettes par jour. Et dans la rue principale, il est écrit bien avant 1982 que fumer est un vice dangereux qui nuit aux bonnes performances des sportifs. Babel birebir de etkili. Toraman. Aman arka alana dikkat. Gerard. Nefes aldıran bir an. Niksar, ville byzantine très importante, possédant une forteresse encore en très bon état, et des ruines de la période helléniste, 72 ans avant Jésus-Christ, où l'on trouve l'ancienne écriture turque. Niksar a commencé avec les empires hittites, persans, grecs, romains, byzantins, danishmèdes, seldjouks et tabourés. Ça a toujours été un endroit important en raison de son climat et de ses terres productives. Cette pittoresque et populeuse petite ville qui vit de la culture du tabac s'étend dans la vallée du Kelkit-Chayi, sur une colline que couronne une citadelle d'origine antique. Niksar est identifié avec l'antique ville romaine de Néo-Césarée, encore appelée Cabeira, alors que cette cité était l'une des résidences des rois du Pont. Une croisade de renforts composée des Lombards et conduite par Raymond de Saint-Gilles échoua dans sa tentative de libérer le prince Bohémond
et se fit exterminer par les Turcs entre Ankara et Amasya. Les mausolées des 40 filles et de Melik Gazi furent édifiés après le XIIe siècle. Amasya, capitale des rois du Pont, un nom tombé dans les oubliettes de l'histoire. Ce fut pourtant la capitale d'un puissant État, rival de Rome, ville qui vaut le détour à plus d'un égard. Elle s'étend de part et d'autre d'une rivière, au pied d'un pic rocheux, couronnée d'une ancienne citadelle pour la défense de ce passage stratégique qui nous rappelle que nous sommes sur la route de la soie. Le côté hostile de la falaise est saisissant. La ville s'est développée sur la rive droite de la rivière, là où il y a davantage d'espace. Elle a su conserver ses vieilles maisons à pans de bois, à l'allure romantique des cités de l'Orient ottoman du XIXe siècle, qui se reflètent dans l'eau de la rivière. Après le démantèlement de l'empire d'Alexandre le Grand, l'Anatolie se scinde en plusieurs royaumes, dont celui du Pont, qui couvre un territoire englobant tout le nord-est de l'Asie mineure. Amasya en deviendra la capitale en 281 avant Jésus-Christ. Les rois du Pont logeaient dans un palais aujourd'hui disparu. Leurs tombes sont creusées dans la falaise au nombre de 3. Elles sont dotées d'une façade monumentale reproduisant l'architecture d'un temple helléniste. On en dénombre 18 dans la ville, dont 5 sur le site d'Amasya. Elles sont accessibles par un chemin lui-même creusé dans la roche. Près de ces tombeaux se trouve l'orifice de l'un des 3 tunnels à escalier creusé dans la masse du tertre de la citadelle. Au niveau de cette citadelle, qui était imposante, puisque son mur d'enceinte s'étendait jusqu'aux berges de la rivière, était abritée la ville antique. Certains remparts subsistent et remonteraient à l'époque des rois du Pont. Kar tanesi gibi nazlı, kuş kanadı gibi kırık. Toural, l'ancienne Gaziura, aux ruines d'une citadelle dans laquelle Triarius établit ses quartiers d'hiver en 68-62 avant notre ère. Il y a aussi la grande mosquée et les ruines de la ville ancienne à visiter. Mais j'étais beaucoup plus attiré par le travail des compagnons qui taillaient les pierres à la manière des bâtisseurs de cathédrales. J'étais aussi émerveillé par la beauté des réalisations et la manière dont un maçon vérifiait l'horizontalité d'un bloc à l'aide d'une boule qui lui servait de niveau. C'est ici, à Zilé, l'antique Zéla, au sud d'Amasya et à l'ouest de Tokat, que Jules César, après une victoire particulièrement rapide contre les troupes de Pharnace, roi du Pont en 47 avant notre ère, annonça son succès au Sénat par le Veni Vidi Vinci, qui veut dire « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». La ville renferme des ouvrages seldjoukides et ottomans, entre autres. En dessous de la citadelle qui garde la ville se dresse la mosquée Oulu, datant de 1269, récemment restaurée. Sur la route de Çorum, Alaka-Öyük était le centre d'une civilisation florissante de l'âge de bronze. Hormis des tombes du 3e et 2e millénaire avant notre ère, les vestiges les plus importants sont les ruines d'une ville hittite, avec la porte du Sphinx qui en marquait l'entrée. Les objets découverts sont présentés au musée des civilisations anatoliennes, fleuron du musée d'Ankara. Quelques moulages peuvent être admirés au Louvre. Vers l'an 1200, l'empire hittite d'Anatolie fut détruit et les Phrygiens s'installèrent sur les ruines de la plupart des villes qu'ils avaient rasées.
On ne peut pas parler de la Cappadoce sans parler des villes qui s'y trouvent. Ürgüp, Nevşehir, Ortahisar, Göreme, Ülkhisar, Avanos. Ce lieu est un des points forts de tout voyage en Turquie. Ürgüp fut une ville assez importante durant l'époque byzantine, surtout au IXe siècle. Son bassin d'érosion est un ancien plateau dont le sol provient de l'ancien mont Argé. L'érosion a dessiné des reliefs étranges dans la roche volcanique. On rencontre alors, dans le fond des vallées, des cônes, des colonnes, des tours, des pyramides ou des aiguilles dont la hauteur peut atteindre parfois jusqu'à une trentaine de mètres. Ces cheminées des fées, comme on les appelle, grottes et vallées profondes, laissent une étrange impression dans chaque spectateur de ce paysage fascinant. Bize bu vatanı emanet edenlerin yaşadığı kutsal kavgayı, kan, gözyaşı ve acı dolu günleri, bağımsızlığın nasıl kazanıldığını, ne kadar değerli ve kutsal bir emanet olduğunu, övündüğün Mehmetçik ve sevdiğin halkınla birlikte bir kez daha anıyor. Des restes d'habitations troglodytes y sont visibles car les intempéries et le gel en hiver ont fendu la montagne qui s'est ouverte et effondrée. Nous voyons maintenant l'intérieur des refuges créés par les hommes pour se protéger des envahisseurs. À cet extraordinaire paysage s'ajoute l'intérêt que présentent de nombreux sanctuaires chrétiens, parfois ornés de fresques. Partout, les falaises des environs d'Ürgüp sont criblées d'ouvertures donnant accès à des églises et à des monastères abandonnés depuis des siècles. Kaymak, cette merveilleuse ville de 4000 ans construite par les Hittites, servait de refuge contre les invasions perses, macédoniennes ou arabes. À l'approche des envahisseurs, ils brûlaient eux-mêmes leurs propres maisons et se réfugiaient sous terre avec leurs animaux et leurs vivres. Tout le bétail y était nourri au foin. Ainsi, ils laissaient croire à ces mêmes envahisseurs qu'il y en avait d'autres qui étaient passés avant eux. Bien que les ouvertures ressemblaient à celles d'un puits, l'étage inférieur était vaste. De gros rochers en forme de roue glissaient le long des parois pour isoler l'ensemble et défendre les différents quartiers. On avait creusé des entrées pour les animaux, mais il y avait aussi des échelles cachées qui permettaient aux hommes de descendre. Ces constructions rupestres sont groupées autour d'une cheminée d'aération qui assure une ventilation très satisfaisante. Les différentes pièces, chapelles, parfois dotées de cuves sépulcrales, celliers, silos, chambres d'habitation, sont desservies par un réseau de corridors, souvent très étroits et en pente, et par des escaliers. Les premiers chrétiens, pour fuir les persécutions, l'ont étendue sur plusieurs dizaines de kilomètres. La ville pouvait alors, pense-t-on, accueillir 8000 personnes, sur 45 mètres de profondeur, soit 8 étages reliés par des couloirs. Antioche sur Oronte, ou Antakya, l'une des saintes cités du christianisme.
Nous sommes dans le musée Hatay, dont les mosaïques romaines comptent parmi les chefs-d'œuvre absolus de ce genre. Au temps des croisades, la prise de la forteresse fut l'un des plus prodigieux hauts faits des Francs, et parce qu'elle fut la capitale d'une principauté qui ne le cédait en importance qu'au royaume latin de Jérusalem. La ville est fort agréable à visiter, avec son quartier du souk, ses vieilles maisons à cour intérieure et ses nombreuses ruelles divisées par corps de métier. En 1097, des troupes armées venues des régions de l'Empire romain, qui avaient été envahies par les barbares du nord de l'Europe, fraîchement convertis au christianisme, assiégeaient la ville d'Antioche. Musulmans, chrétiens et juifs la défendirent courageusement, mais après 8 mois de siège, la ville tomba aux mains des croisés. L'église Saint-Pierre, aménagée dans une grotte, aurait été l'un des tout premiers sanctuaires chrétiens. Saint Barnabé, Saint Paul et Saint Pierre, fuyant les persécutions, y formèrent la première communauté chrétienne. Konya est une ville commerciale, connue pour ses tapis, mais aussi une ville sainte pour les musulmans initiés, de ceux qui savent qu'elle fut l'un des phares du soufisme, c'est-à-dire de l'ascétisme mystique de l'islam. Elle abrite dans la mosquée d'Alad ad-Din le mausolée dynastique où sont enterrés 8 sultans du sultanat d'Ikonium. Elle possède plusieurs belles mosquées, ainsi que le célèbre musée consacré au derviche tourneur de Jalal ud-Din Rumi, appelé couramment Mevlana. Ce mystique persan soufi était le fondateur de l'ordre des derviches tourneurs. Il faisait une grande part à la méditation par la danse. Des pèlerins du monde entier viennent se recueillir sur sa tombe. Konya a la réputation d'être l'un des centres les plus conservateurs sur le plan religieux en Turquie. Elle était autrefois connue comme la citadelle de l'islam et elle reste encore une ville très croyante. Alexandre le Grand fit irruption sur le plateau anatolien et, après avoir tranché le fameux nœud gordien, s'empara d'Ankara en 334 avant Jésus-Christ, l'Ankara actuelle. La colline qui surplombe la ville est couronnée par les ruines du vieux château, ce qui ajoute au pittoresque de la vue. Mais seulement quelques structures historiques qui entourent la vieille citadelle ont survécu jusqu'à nos jours. Il y a cependant de nombreux restes très bien préservés, hellénistes, romains et l'architecture byzantine. Ankara reçut la visite de Saint-Pierre, puis, en 51, celle de Saint-Paul, qui y fit bâtir une église. Ses habitants lui inspirèrent sa fameuse épître aux Galates, auquel il reprochait leur attachement à la loi judaïque. Trois conciles eurent lieu.
Le monument Hati a longtemps été le logo officiel de la ville. Fondée au IIe siècle avant Jésus-Christ par un des rois de Pergame, la cité antique de Hiérapolis se développa grâce à l'exploitation de ses sources thermales aux vertus naturelles. Il en reste aujourd'hui cette vaste nécropole comportant des centaines de tombes de différentes époques, des thermes, des temples et un théâtre. On y voit aussi des églises construites ultérieurement à l'époque byzantine. De cette ville, vous ne verrez que des monuments, certes ruinés, mais encore très impressionnants. Le christianisme s'y répandit grâce à l'apôtre Philippe qui fut crucifié en ce lieu vers l'an 87. Pamukkale, en turc, veut dire château de coton. C'est un site naturel et touristique de Turquie. Il est inscrit depuis 1988 conjointement avec Hiérapolis sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pamukkale est une curiosité géologique extraordinaire, entièrement fabriquée par les eaux chaudes de plus de 45 degrés qui s'écoulent des entrailles de la montagne. Les sources, surchargées de sel calcaire, sont à l'origine de ce prodige. Éphèse. On sait que la région fut occupée vers le 2e millénaire avant notre ère par les Cariens et les Lélèges. On y vénérait la grande déesse mère Cybèle, que l'on identifia plus tard avec Artémis et dont le culte était très répandu en Anatolie. Alexandre le Grand, à la tête de ses soldats en armes, conduisit une procession solennelle dans les rues de la ville en accompagnant une statue de la grande déesse éphésienne Artémis, représentée par une statue à la poitrine féconde et dont le statuaire a été dissipé par le vent de l'histoire. Le temple d'Artémis fut mis au pillage par les Basileïs pour la construction de Sainte-Sophie à Constantinople et de la basilique Saint-Jean à Éphèse. Grâce à sa position géographique favorable, Éphèse a grandi comme une ville portuaire et un centre commercial. Cependant, dès le 7e siècle avant Jésus-Christ, l'emplacement actuel de la ville a été soumis à différents processus. Les dernières destructions causées par les Goths, l'envasement croissant dans l'estuaire et les tremblements de terre ont été responsables de son abandon. Saint Jean l'Évangéliste, selon la tradition, vécut ici les 3 dernières années de sa vie et a écrit son évangile. Il s'établit à Éphèse avec la mère de Jésus. Ce choix était probablement dû à la persécution croissante des chrétiens qui vivaient dans cette ville depuis les années 37 à 45. Près du site archéologique d'Éphèse se trouve une petite église byzantine du XIIIe siècle, très fréquentée par les pèlerins chrétiens.
Elle n'était pas la maison de Marie, mais elle en est devenue le symbole. C'est à cet endroit que Marie, la mère de Jésus, aurait vécu après la crucifixion de son fils jusqu'à l'Assomption. Le site est reconnu comme site chrétien par l'Église catholique. La guerre de Troie est un conflit légendaire à l'histoire controversée. L'événement est provoqué par l'enlèvement d'Hélène, reine de Sparte, par le prince troyen Paris. En rétorsion, Ménélas, l'époux bafoué, lève avec son frère Agamemnon une expédition avec les rois grecs qui assiègent Troie et remportent finalement la victoire. La plus ancienne occupation des lieux est une installation de pêcheurs déjà fortifiée, qui remonte aux environs de 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à la période de l'Ancien Bronze. Les Grecs et les Romains ont mélangé un fait historique concernant la guerre de Troie et l'identité homérique de Troie avec le site d'Anatolie. La guerre de Troie et ses conséquences formaient le sujet d'un vaste cycle épique, le cycle troyen, dont les œuvres sont aujourd'hui perdues à l'exception de l'Iliade et de l'Odyssée d'Homère. C'est ainsi que l'histoire raconte que les Grecs construisirent un énorme cheval en bois dans lequel ils cachèrent des guerriers, au nombre desquels on compte notamment Ulysse, Ménélas et Néoptolème. Tchanakale, au point le plus étroit des Dardanelles, était doté d'un petit château fort bâti au XVe siècle par le sultan Mohammed II Fatih, celui qui arracha Constantinople aux Byzantins le 29 mai 1453. Le long des terrasses qui s'étendent jusqu'à la mer, on découvre l'agora, un gymnase et un théâtre. Sur le côté nord de l'acropole se trouve une mosquée, un pont et une forteresse construite au XIVe siècle sur les ordres du sultan Mourad Ier. Plus bas, sous nos yeux, on voit l'étendue sur la mer de Marmara. Le lieu jouit d'une réputation de bohème. La ville est surnommée Yeşil Bursa, Bursa la verte, en référence aux nombreux parcs et espaces verts qui jalonnent l'agglomération et ses environs. Elle fut connue en français sous le nom de Brousse. La ville voit son importance grandir car elle est située à l'extrémité occidentale de la route de la soie. Bursa demeure un important centre administratif et commercial. Sous la domination ottomane, la ville est le centre de production des soieries royales. On en importe d'Iran et parfois de Chine. La ville est aussi le centre de production de couteaux et de carrosses à cheval. Aujourd'hui encore, elle est un centre industriel et artisanal important. Les Turcs seldjoukides parvinrent à s'en emparer en 1075 mais durent l'abandonner à l'arrivée de la première croisade en 1097. Sur une terrasse tournée vers la cour de la ville, la Yeşilgharni, la plus célèbre de Bursa, un bijou de marbre et de faïence, vous livrera le secret de son nom. La Yeşilgharni est construite en 1024 par le sultan Mehmed Ier Çelebi. Elle marque les débuts d'une architecture religieuse purement turque. Elle est construite selon les premiers sanctuaires ottomans et se compose de 2 salles rectangulaires surmontées d'une coupole. En 1991, Bursa reçoit le prix de l'Europe.
Jusqu'en 1930, l'agglomération d'Istanbul s'appelait officiellement Constantinople. Et Istanbul ne désignait que la vieille ville. Ce nom fut étendu à toute la ville sous la forme moderne d'Istanbul à la suite de la réforme de la langue et de l'écriture turque par Mustafa Kemal Atatürk en 1928. Cette ville a porté d'autres noms durant son histoire. Byzance au moment de sa fondation, puis Constantinople à partir du 11 mai 330 en l'honneur de l'empereur romain. Capitale de la Turquie, jusqu'au 13 octobre 1923, ce rôle fut ensuite dévolu à Ankara. L'obélisque de Théodose fut ramené d'Égypte par l'empereur byzantin Théodose en 390. Brisé au cours du voyage, il ne fait plus aujourd'hui qu'un tiers de sa taille réelle. D'après les inscriptions hiéroglyphiques, cet obélisque fut construit vers 1500 avant Jésus-Christ à Héliopolis près du Caire, en l'honneur du pharaon Thoutmosis III. Nikahın imamını da kıyarım, hükümetini de, sabrına başlarım, sükunetine de. Çalsın davul bizim L'église Sainte-Sophie ne fut jamais dédiée à une sainte qui s'appelle Sophie. Elle fut construite par les architectes Anthemius de Tralles et Isidore de Milet à la demande de l'empereur byzantin Justinien Ier pour remplacer l'ancienne basilique qui avait été incendiée en 532 pendant une insurrection populaire. Elle fut transformée en mosquée à la suite de la prise de Constantinople en 1453. 4 minarets furent ajoutés sous le règne de différents sultans. Mustafa Kemal Atatürk la fit transformer en musée en 1934. La mosquée d'Ortaköy, située au bord du Bosphore, fut construite en style néo-baroque pour le sultan Abdülmecid Ier en 1854-1855. Les architectes étaient arméniens. Le palais Topkapi est un prestigieux musée qu'il faut absolument visiter. Sa construction commence en 1459 sous le sultan Mehmed II, conquérant de la Constantinople byzantine. Par la suite, le palais impérial connaît de nombreux agrandissements, la construction du harem au cours du XVIe siècle, ou les modifications après le tremblement de terre de 1509 et l'incendie de 1665. Au plus fort de son existence comme résidence impériale, il abritait plus de 4000 personnes et s'étendait sur une zone encore plus vaste. La cour des concubines et des épouses a été construite à la même époque que la cour des eunuques, au milieu du XVIe siècle. Ihlamurlar kan ağlar.
Gözyaşın gözümden damladı. Nasıl bir vedadır bu yar. Gözyaşın. Nous avons beaucoup des objets de 15e, 6e et 17e siècle. Alors nous avons beaucoup de livres ici, et plus de 2000, et en bon état, et il appartient après la langue turque, perse et arabe, mais aussi dans les langues grecques, latin et dans slovénique. Comme vous savez, comme vous voyez, nous avons ici très bel exemple de trésors ottomans, c'est-à-dire tous les trésors, tous les joailliers et tous les matériels sont enregistrés et cachés. La fontaine du bourreau, c'est là que le bourreau se lavait les mains ainsi que son glaive après une décapitation. Aşkın bana hesap vermez mi? Her dünyada ahım peşinde. Aşkın bana hesap vermez mi? Açıklarımız kaçıklarımız var. Ama hem kel hem foto takımını hard diye yesim var.